Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle émission de Homme en Lumière. Cette semaine, j'ai le plaisir d'interviewer Christian Junot. Bonjour Christian. Bonjour Ludovic, merci de ton invitation. Merci de jouer le jeu d'Homme en Lumière et de venir un peu dévoiler l'homme que tu es. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de toi, te présenter un petit peu ton chemin de vie, un peu de manière globale, parce que sinon il risque d'être long. Oui, tout à fait. Ben, écoute, je pense qu'on va aller plus en détail. Donc, j'ai 62 ans. Je suis suisse. J'ai fait des études d'économie, d'économiste, donc gestion d'entreprise à l'université. Et puis, je me suis marié pendant que j'étais à l'université d'ailleurs. J'ai eu trois enfants et deux adorables petites filles aussi aujourd'hui. Et puis, je suis entré à la banque. J'ai fait 23 ans à la banque. D'une certaine manière beaucoup trop longtemps. Mais en même temps, voilà, j'avais mes peurs. Je n'étais pas prêt à faire le saut de l'activité de cœur avec les peurs que j'avais pendant trop longtemps, en tout cas, mais c'est comme ça. Il ne s'agit pas de regret, mais juste de pouvoir le voir avec bienveillance, évidemment. Et puis, depuis en 2009, je me suis fait donc licencier suite à la fameuse crise subprime. Donc, la grosse banque où je travaillais a supprimé 5 000 emplois. J'en faisais partie. Mais moi, je l'ai vraiment vécu comme une super nouvelle, comme une nouvelle vie qui se commençait. Donc, j'ai commencé en 2010 officiellement d'être indépendant et c'est vrai que ça fait un peu plus de 12 ans maintenant. Et je dirais que ce que je vis est largement mieux que ce que j'aurais imaginé il y a 12 ans en arrière. Et c'est pas pour autant que j'ai envie de m'arrêter là. En tout cas, j'ai 62 ans, mais le mot retraite ne fait pas partie de mon vocabulaire, en tout cas actuellement. Ouais, quand on fait ce qu'on aime, il n'y a pas d'intérêt à faire une retraite, en fait, hein. Ben, C'est absolument. jusqu'au bout, quoi. Ben, souvent, je dis en m'amusant, je disais ainsi, on parle tellement de la retraite, il faut croire que beaucoup sont maltraités pour devoir être retraités par la suite. Et je pense que même si c'est un peu un joke, mais il y a du vrai aussi, parce que je crois vraiment que si on organisait les choses pour que les êtres humains fassent des activités qu'ils aiment, on serait beaucoup, beaucoup moins à parler de retraite, de plan de retraite et tout ça. On serait juste à œuvre, continuer d'œuvrer le plus longtemps possible au rythme qui est juste en fonction de son énergie. Je pense que ça changerait beaucoup, beaucoup de choses dans notre société. Hmm. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, alors, Christian, dans Homme en Lumière, on témoigne plutôt un peu de son parcours d'homme et je pense que ton parcours d'homme, il a commencé avec ton père. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment était ton père quand tu étais jeune? Quelle relation tu as eue avec lui? D'accord. Déjà, ben, mon père est décédé au mois d'avril cette année, donc c'est tout récent encore. Euh, Ben, je dirais que j'ai pas beaucoup de souvenirs de relations enfant avec mon père. Mon père était quelqu'un qui s'est toujours, comment on peut dire ça, enfin, qui avait toujours, sa vie, c'était le professionnel, l'activité professionnelle, et c'est comme si son épanouissement pouvait être que dans ce domaine-là. Donc, je dirais, il était plutôt assez fuyant à la maison, et il a toujours eu, même quand il avait des activités salariées peut-être un peu moins prenantes que ce qu'il a eu par la suite quand il s'est mis à son compte, il avait toujours des activités à côté qui lui prenaient beaucoup de temps. Au début, je l'ai connu, oui, c'était les premiers souvenirs, comme c'était, il faisait de la photographie. Donc, c'était quoi à l'époque, il y avait les bacs avec les liquides, puis il faisait lui-même, il développait les photos en noir et blanc. Puis de temps en temps, je l'accompagnais à la cave, il faisait nuit noire pour envoyer ces photos qui prenaient à coup, qui commençaient à prendre forme. Et voilà, donc ça, c'était une de ses passions. Il s'est mis à occuper après dans le comité de Terre des Hommes. Après, il a pris un club direction un club de tennis de table, il était entraîneur, joueur, président, enfin un peu omnipotent comme ça. Donc, il avait toujours d'autres trucs à côté qui fait qu'en fait, il avait jamais vraiment de temps pour s'arrêter, parce que je pense que s'arrêter lui faisait peur. En tout cas, j'ai bien pu voir dans les dernières années de sa vie qu'il n'avait plus trop de choix, c'était compliqué pour lui. Et donc, avec vraiment, ouais, vraiment sa vie, c'était à l'extérieur. Ouais. Hmm. Et, avec le recul maintenant, l'âge que tu as, qu'est-ce que tu vois que ton père t'a transmis? Juste avant de répondre à ta question, peut-être quand même une chose qui me paraît assez importante, c'est que juste bouger un petit peu le rideau parce que pour faire un peu de lumière, parce qu'il y a le soleil avant, voilà. Euh,
c'est que, en fait, mon père, quand j'étais enfant, il représentait pour moi l'autorité, mais l'autorité dans le sens de l'autorité qui fait peur, si tu veux. Donc, Mm. il me faisait plutôt peur, mon père, parce qu'il avait un regard, quand il te regardait avec ses yeux bleus, comme ça, froid, perçant, ben, il faisait plutôt peur. Et puis, bon, j'étais d'une éducation où, de temps en temps, on se une fessée, un truc comme ça. Donc c'était, j'ai pas souvenir de moments de tendresse avec lui, je dirais, durant l'enfance. Euh, non, clairement pas. Et pourtant, je suis convaincu qu'il nous aimait beaucoup, mais que ce n'était pas quelque chose qu'il savait montrer. Et puis que surtout, je pense qu'il était un peu mal à l'aise dans ce rôle de papa, qui n'était pas fait pour lui, et avec des peurs de mal faire, et puis quand même une certaine rigidité, certainement sur l'éducation, si tu veux, peut-être un manque de souplesse. Voilà, donc il y avait une sorte de rigidité avec des sortes de principes, ce qui fait que voilà, peut-être pour finir avec cette notion-là, parce que je peux voir que tout ça, ça m'a quand même bien, bien influencé dans mon rapport à l'autorité et dans ma propre rigidité aussi à certains moments de ma vie. Donc, je reprends ta question sur qu'est-ce que j'ai hérité de lui, c'est ça? Enfin, qu'est-ce que tu peux voir aujourd'hui enfin, des qualités ou qu'est-ce qui t'aurait transmis que peut-être que tu voyais Oui. pas il y a 20 ans et que maintenant tu peux dire oui, ça, j'ai hérité ça de mon père et c'est chouette, Oui, quoi. oui, bien sûr. Alors, après le fait qu'il soit décédé aussi, où j'ai dit un mot à l'enterrement, à l'ensevelissement, à la cérémonie, donc c'est vrai que ça m'a permis de prendre un peu de recul par rapport à ça. En fait, mon père était extrêmement engagé dans ce qu'il faisait, et ça, je peux voir aussi que je peux l'être. Passionné aussi. Je peux voir tu vois, je vois souvent dans les formations que j'anime, souvent les gens sont pris d'une croyance, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, un truc comme ça. Et puis je réfléchissais en disant, mon père travaillait pas dur, mais il travaillait beaucoup. Il travaillait 6 jours par semaine. Je pense qu'il avait la tête pris par le travail plutôt 7 jours par semaine, la plupart du temps. Mais il m'a pas enseigné le travailler dur, de souffrir, mais plutôt ce beaucoup. Tu vois, c'est comme si il y avait un engagement, je dirais, était infatigable avec ça. Et je pense que il y a quelque chose de comme ça que j'ai pris dans ce modèle, si tu veux, d'entrepreneur qu'il était. Et puis ce que je garde, si tu veux, que j'ai commencé à être conseiller en placement financier, au fond, moi j'étais quelqu'un de prudent, alors que lui était un fonceur. Donc il y avait a priori tout qui nous différenciait. Mon père n'aimait pas trop s'arrêter, se poser des questions. Et vraiment, je pense que pendant longtemps, il devait me regarder comme étant celui qui était vraiment très différent de lui, quoi. Il se reconnaissait pas en moi. Et quand je suis devenu conseiller en placement financier, que j'ai commencé à avoir mes propres clients, eh ben, j'avais une façon assez naturelle d'engager les conversations avec les clients. Moi, j'ai beaucoup entendu mon père, enfant, qui était à l'époque, il était assureur, qui faisait plein de téléphones. Le soir, il était au téléphone, il prenait plein de téléphones. Et puis, il avait une manière de répondre au téléphone. Pour la petite histoire, quand j'étais à l'université, j'étais allé dans une sorte de grand salon de toutes sortes. Mais enfin, il y avait une assurance qui faisait des tests, machin. J'avais répondu à des tests et j'avais des notes tellement élevées qu'ils voulaient tout de suite m'engager. Mais au fond, je m'étais rendu compte que je m'étais comme imbibé de sa manière d'entrer en contact, d'avoir une sorte de relation facile avec ses clients, que de ma manière de répondre, tout à coup, se dire, oh, ce mec-là, génial, quoi. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment hérité de lui, parce que je suis toujours entré en relation facilement avec mes clients. J'ai toujours créé d'excellentes relations avec mes clients, bien plus, je dirais, proches, dans cette proximité, peut-être de chaleur humaine. Je pense que la plupart de mes collègues, en tout cas d'une partie de mes collègues que je pouvais voir, et que j'avais d'ailleurs des relations qui fait qu'on pouvait même se voir parfois avec les clients le soir chez eux, on invite à la maison. Enfin, il y avait quelque chose qui était au-delà du client pour un certain nombre d'entre eux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment pris de lui. Je pense ce côté vraiment proche avec les clients, c'était engagé. Et puis aussi, il était foncièrement honnête. Il était foncièrement honnête. Il avait vraiment envie de donner le meilleur conseil à ses clients. Lui, il était dans le domaine de la piscine. Ça était un grand spécialiste de la piscine. Et je me souviens d'une de mes clientes c'est qu'il avait approché pour, à l'époque de la banque, il avait approché pour une piscine. Il avait dit non, n'en faites surtout pas une. Vous aurez que des problèmes avec le terrain que vous avez et tout. Voilà, il ne cherchait pas à faire une affaire pour faire une affaire. Donc, je cherchais vraiment à donner le meilleur conseil. Et dans ce sens-là, je peux vraiment me retrouver. J'étais comme ça à la banque, ce qui fait que j'étais parfois en porte-à-faux entre ce qu'on me demandait de faire et ce que je faisais. Et pour ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris de lui, comme cette qualité, une qualité comme indiscutable, si tu veux. Tu vois, c'est vraiment cette idée de, j'ai envie de pouvoir me regarder dans la glace. Si j'ai proposé quelque chose à quelqu'un, j'ai la conviction que ça peut être bon pour lui, que ça peut vraiment Mhm. contribuer à quelque chose de meilleur pour lui. Autrement, je ne le fais pas. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Et puis, il avait comme cet engagement sociétal aussi.
comme je disais, il a travaillé pour Terre des Hommes. Après, il était dans des sociétés pour patron du style Rotary. Lui, c'était les Lions, les Lions, ça s'appelait. Donc, il aimait bien ça parce qu'ils avaient des manifestations, ils récoltaient de l'argent pour des bonnes œuvres régionales ou à travers le monde. Enfin, il avait ce côté comme engagé et je dirais sensible. Euh, et c'était, je pense, un sensible qui se cachait pas mal. Et je pense que chez moi, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, que pendant longtemps, j'étais vraiment assez bloqué sur mes émotions. Je peux encore l'être parfois d'ailleurs. Mais en fond, il y a quand même une grande sensibilité derrière. Et je pense que mon père avait ce côté-là, en tous les cas. Et je dirais que ce côté-là s'est vraiment manifesté assez fort dans les dernières années de sa vie. Mm. Ouais, c'est un peu comme s'il avait ce côté sensible, humain, de la compassion, de l'écoute, il l'a plutôt mis à l'extérieur, mais pas à l'intérieur, quoi. Pas dans le foyer, pas avec la famille, mais plutôt dans le travail et dans les amis, quoi. Alors, il y avait ça, effectivement. Et puis bon, après, c'est sûr qu'il avait comme une enfance compliquée. Il perd une sœur, il a 6 ans. Il perd son père, il a 10 ans. Donc, tu peux bien imaginer que tu puisses bien te blinder face aux événements de la vie, si tu veux. Et ce qui fait que c'est un peu frustrant pour nous qu'il ne parlait jamais de son enfance, quoi. Par deux, trois anecdotes qu'on entendait toujours un peu les mêmes. Mais il ne parlait pas de son enfance. Et c'est vraiment venu à partir, en tout cas, de 60, 70 ans, je ne sais pas exactement, qu'il a commencé à nous parler de souvenirs, de choses comme ça. Mais j'étais un peu frustré surtout que nous, on s'intéressait beaucoup à l'aspect de la généalogie et tout ça. Et c'est comme si, en plus, c'était le pan de l'histoire où je porte le nom. Ce côté-là, ce côté paternel, on ne savait rien du tout, on connaissait absolument personne. Enfin, il y avait tout ça. Donc, il y avait un peu un rejet, je dirais, un rejet d'aller voir derrière lui, parce que je pense que ça venait réveiller trop de souffrance. Donc, je peux bien voir qu'il y a bien des raisons. Ça ne se fait passer pas par hasard si on n'en parle pas. Mais c'est un peu frustrant et moi j'ai fait un peu l'inverse puisque je me suis même formé en constellation systémique familiale. Tu vois, on va justement voir en quoi les histoires familiales nous impactent dans nos comportements, dans les événements qu'on attire. Donc j'ai plutôt fait l'inverse effectivement, d'aller, je dirais, s'appuyer là-dessus et peut-être se libérer de ce qui nous entrave. Euh, mais je dirais, voilà, mais malgré tout, je reconnais que ce côté qui lâche pas trop ses émotions, qui les montre pas trop, parfois je peux l'avoir aussi. Et, est-ce que tu aurais en tête, enfin, s'ils viennent rapidement, des événements qui t'auraient construit, des événements clés de ta vie qui t'auraient construit, en tant qu'homme ou en tant qu'être, Alors, des oui. moments forts? Alors peut-être en tant qu'homme, parce qu'on y reviendra après, mais je dirais que mon père n'était pas un exemple de d'homme dans ce sens-là. Je pense il n'était pas d'une énergie masculine. Je pense, il incarnait pas l'homme dans le sens du côté yang. Tu vois, oui, il y avait le côté yang de l'action, mais pas dans le sens de la présence, tu vois, de cette sorte de Hmm, force intérieure du tout. D'ailleurs, il n'est pas fait d'armée, il s'était fait, enfin à l'époque en Suisse, on devait faire de l'armée, mais il avait réussi à passer entre les gouttes et il n'avait pas envie de ça. Je pense que ça lui aurait fait beaucoup de bien d'ailleurs aussi. Mais, mais ce côté justement d'éviter les conflits, de ne pas dire les choses. Donc il n'y avait pas un côté, j'ai pas une référence masculine à travers lui, si tu veux. hmm. Et je vois vraiment que ça m'a impacté parce que moi-même, j'ai eu beaucoup, beaucoup de peine à me connecter à mon masculin aussi. Et ce qui a fait vraiment, qui était un chemin qui arrivait bien plus tard. Mais c'est vrai que j'ai pas eu cette référence-là du tout avec lui. Donc, moi, ce qui m'a construit, au fond, c'était chez moi, dans ma famille, comme si on était des toutes petites familles, on avait beaucoup d'amis. On avait beaucoup d'amis, les amis avaient une grande importance. Et pour moi, si tu veux, je peux trouver chez ces amis des choses que je n'avais pas trouvées dans ma famille. J'ai eu pas mal de peine à trouver ma place dans la famille également. Donc, je suis beaucoup allé chercher à l'extérieur parce que j'avais l'impression que je ne pouvais pas trouver ou me construire à l'intérieur à la maison, si tu veux. Et si tu veux, autant les amis de la famille qui étaient vraiment déjà importants pour moi et que je m'entendais déjà très bien. Certains, je considérais comme mon deuxième père. J'aime parler de mon deuxième et de mon troisième père au début, j'étais en Hmm. couple avec mon épouse. Et pour certains. Et puis aussi, moi, après, je me suis fait mon clan de copains qui était aussi quelque chose d'extrêmement important. Je me suis fait mon équipe de copains aussi pour qui c'était vraiment, j'avais l'impression que c'était là où j'osais être le plus moi-même en quelque sorte. Autant j'ai l'impression que j'ai la Hmm. difficulté d'être moi-même dans le cadre familial.
autant là, j'avais l'impression que j'avais un espace où il y avait des facettes de moi qui pouvaient plus se manifester, se montrer. Hmm. Et je reviens sur ma question, est-ce que tu as des événements qui reviennent comme ça, si tu réfléchis rapidement, tu vois, est-ce que tu as des événements clés qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont construit? Alors, je dirais que moi, je me suis comme beaucoup construit à travers le sport. Même s'il y avait un piège aussi, c'était comme j'étais plutôt un bon sportif, quand même, j'avais des bons résultats, là, j'en faisais. Euh, C'était un peu de me valoriser à travers mes résultats, si tu veux. Enfin, tu vois, c'était un peu ce truc que tu Hmm. n'as pas donné de la valeur, tu donnes de la valeur à ce que tu peux réussir comme étude, ou pour certains, ça pourrait être au nombre de filles qui vont tomber, entre guillemets, tu vois, enfin, ce genre de choses-là. Moi, c'était plus à travers mes résultats sportifs qui fait que j'avais l'impression que ça me valorisait en quelque sorte, ça me donnait de la valeur. Donc ça, c'était, je dirais, de manière assez récurrente quand même. Alors, ça m'a quand même aidé à me construire. Ça m'a quand même aidé à me construire, tout ça, parce que j'avais vraiment un manque d'estime de moi qui était vraiment important. Et ça me permettait effectivement d'un coup de voir que dans certains domaines, je m'en sortais quand même plutôt bien et même mieux que les autres et que j'avais de réelles qualités. Alors, ça n'en faisait pas un métier, tout ça, en tout cas pas à l'époque, mais quand même, disons que ma passion, je dirais, elle était vraiment dans le sport, elle était vraiment dans le sport d'équipe, le foot en particulier. Donc, ce côté-là, je voyais que j'avais quelque chose de fort dans cette capacité à encourager les autres et tout, à être vraiment voilà, quelqu'un de moteur, si tu veux, dans mon comportement, en quelque sorte. Alors, ce n'est pas un événement, je dirais, unique, en quelque sorte, mais c'est, je dirais, une série de micro-événements, mais je Hmm. pense que pour moi, étaient importants. Euh, voilà, après, je peux te dire deux, trois moments qui m'ont plutôt traumatisé, mais ces moments-là, ils m'ont pas vraiment, enfin, c'est traumatisé entre guillemets, mais c'était compliqué, mais ces moments, ils m'ont pas construit, c'était plutôt, ils m'ont plutôt confirmé que je devais entrer dans un moule et puis me montrer un peu autrement était vraiment quelque chose qui n'était pas le bienvenu, en quelque sorte. Euh, Hmm. donc ça, c'était vraiment un peu plus compliqué, si tu veux. S'autoriser à être moi-même, c'est quelque chose qui a dû vraiment, vraiment sur le tard, parce que, euh, parce que pendant longtemps, dans mon éducation et tout, c'était vraiment l'impression que ouais, je devais juste ne pas me faire remarquer et entrer dans un moule en quelque sorte. Hmm. Est-ce que tu pourrais plus préciser un petit peu, parce que des événements, même s'ils sont, comment dire, qu'ils ont inscrit quelque chose du côté négatif, ça construit quand même, parce que ça, tu vois, ça impulse une sorte de modèle qui est, on pourrait dire, qui nous tire vers le bas, mais qui est aussi nécessaire pour se construire. Peut-être que ça aidera certaines personnes à mieux comprendre, ou Mhm. enfin, si tu as envie. Oui, ben, je peux bien sûr. Ben, je pense que c'était plutôt par rapport à des profs, si tu veux, reproché, qui m'ont reproché peut-être d'être un tout petit peu, entre guillemets, exubérant. Je mets un petit peu, tu vois. Voilà, qu'ils l'ont fait devant la classe, des choses comme ça, qui fait que j'ai vécu ça comme quelque chose d'extrêmement dégradant, si tu veux, dans la manière dont ça peut être Hmm. dit, mais au fond, qui venait, je ne peux même pas dire que c'était dit de manière dégradante, mais c'était mon ressenti, en tout cas, en tous les cas, et qui venait vraiment comme rajouter une couche en te disant, voilà, non, attends, ne te fais pas remarquer, etc. Hmm. Et en même temps, si tu veux, durant mon enfance, il y avait ce côté un peu particulier, c'est que le fait que j'avais une éducation assez rigide, quand même vraiment bien, bien fermée, euh, ben, quand j'avais affaire à des personnes d'autorité, des profs qui étaient autoritaires, bon, je savais extrêmement bien me comporter. C'était, voilà, autrement dit, je bougeais pas une oreille. Puis dès que j'avais des profs qui laissaient de la marge, qui laissaient de marge de manœuvre, qui eux étaient peu autoritaires ou qui manquaient d'autorité, là, je ne sais pas me comporter. C'est-à-dire que je pouvais aller beaucoup trop loin, tu vois. Tu vois, je te donne un exemple qui m'a marqué moi-même. C'était un prof qui était vraiment le roi des bons types. Et voilà, malheureusement, avec l'équipe qu'on était, ça faisait un peu marcher dessus. Et puis, on allait bosser ensemble à la bibliothèque. Puis, il y avait deux endroits pour mettre la radio. Puis on allait toujours mettre la radio. Puis, ça l'agaçait. Puis, je me souviens d'une fois, il dit, le prochain qui met la radio, je le punis. Et je me souviens, je me suis levé de ma chaise, je suis allé au poste de radio et j'ai mis la radio. Tu vois, vraiment la provocation ultime pour le gars, tu vois. Mais tu vois, c'est amusant, j'avais peut-être 12 ans, peut-être 13 ans, mais je me souviens encore qu'il y a un truc qui était comme plus fort que moi dans la manière dont c'était tchouk, tu vois. Le gars n'a pas osé me punir, c'était tellement gros
qui était stupéfait qu'il n'a rien osé faire, tu vois, il n'a rien osé dire. Tu vois, donc, ça, c'était vraiment Mhm. un exemple, tu vois, de vraiment d'opposé complet de ce que j'étais la plupart du temps. Et que c'est vrai que je pouvais être assis à faire le con, le clown, comme ça. On était une petite équipe. Enfin, on faisait beaucoup rire les autres. On était vraiment un peu, on était des meneurs, mais on le faisait. Moi, je savais le faire. Là, il y avait de l'espace pour le faire. Et si tu veux, Mhm. c'est dans ces espaces-là que j'avais l'impression que j'étais moi-même, parce que le côté amusant, qui aime rire, qui me fait rire, ça, je l'ai. Si tu veux, je l'ai en moi. Mais c'est dans ces moments, justement, qu'il arrivait maintenant dans mes conférences. Les gens se marrent beaucoup parce que je m'amuse aussi, mais il m'a fallu du temps, tu vois, pour laisser cette place à cette Mhm. partie de là. Donc, j'ai vraiment ces deux côtés, tu vois, mais c'est comme si je n'avais pas appris à régler le curseur. C'était un extrême, c'était l'autre extrême en quelque sorte. Alors, ça ne m'a pas joué vraiment de tour parce que je crois que j'avais une capacité comme à sentir ce qui peut être fait à gauche ou à droite, en tout cas, mais quand même, il m'a fallu un peu de temps. D'un coup, pour me voir, il m'a dit, mais t'es juste à côté de la plaque par moment, quoi. Je voyais bien et que c'était quelque chose qui se jouait. Euh, donc, c'est vrai que rechercher une place, c'était toujours ça a pris beaucoup de. C'est l'histoire de ma vie, quoi. Trouver une place, chercher une place. Bon, c'est pour ça qu'à l'école, j'arrive à le faire, non pas avec les notes, mais plus dans un comportement de leader un peu qui déconne, mais sympa et pas méchant. Voilà, c'était plus dans ce côté-là que j'arrivais à le faire avec deux, trois autres. Et plutôt qu'au niveau. Alors, j'ai fait des bonnes études, je suis comme à l'université, tu vois, mais j'étais toujours. Plutôt en bas de classe, mais j'arrivais toujours à passer les paliers, mais plutôt toujours plutôt dans le dernier tiers, tu vois. Mais au fond, qui était tout à fait moi, parce que je croyais de toute façon juste pas que je pouvais sortir du lot. J'avais une telle croyance limitante sur moi qu'elle se manifestait magnifiquement dans ma réalité, en quelque sorte. Mhm. C'est un peu comme si tu avais été brimé et puis dès qu'il y avait l'espace pour ouvrir les vannes, tu allais dans l'extrême du balancier et puis tu revenais en fait. Ça faisait un peu ça, quoi. Oui, oui, c'est vraiment ça. C'est que j'ai comme que deux positions, tu vois. Et je me souviens, gamin, euh, quand c'était trop compliqué que mes parents, je boudais, quoi. Je boudais, je pouvais m'enfermer quelque part, ils n'avaient plus accès à moi. Et je me souviens que mon grand frère m'a dit une fois, qui m'a beaucoup surpris, il m'a dit, j'étais vraiment très admiratif de ton côté rebelle. Et mon côté rebelle, c'est ce côté-là, tu vois. Quelque part, c'était dans l'énergie, c'est je vais les emmerder, tu vois. Parce qu'ils ne supportaient pas ça, ça les rendait fous. Plus ça les rendait fous, plus ça me donnait de force. Mais au fond, j'étais tout aussi malheureux qu'eux, hein. C'était à l'heure de croire que j'étais bien à cause de ça. Donc, ce côté que mon frère voyait comme rebelle, alors il s'est manifesté plus tard, et je dirais peut-être plus particulièrement ces deux dernières années, trois dernières années, où je dirais, là, mon côté rebelle est sorti très, très fort tu vois, durant cette période-là, où là, alors, c'était, excuse-moi l'expression, mais je mets des guillemets, mais c'était fuck l'autorité, tu vois, c'était vraiment, allez vous faire voir, je vous donne aucun crédit, vous pouvez dire ce que vous voulez, je fais ce que je veux, quoi. Voilà, je choisirai ce que je veux, tu vois, c'était vraiment quelque chose de cet ordre-là, où tout à coup, parfois, c'était pas du bon endroit, parfois, c'était très aligné sur ce que je voulais, mais quelque part, disons que j'étais beaucoup plus en lien que mon autorité intérieure et que cesser de donner le pouvoir aux autres, comme je l'ai fait pendant très longtemps. Et quelque part, en reprenant le pouvoir, c'était, vous pouvez toujours dire ce que vous voulez. Moi, je choisirais ce que je ferais en justesse quoi, de situation. Tu vois. Hmm. Et, Christian, est-ce que tu pourrais nous parler de la dernière fois que tu as pleuré? Et si possible, nous parler du contexte, si tu as envie. Oui, bien sûr. Euh, je dirais que la plupart des larmes que j'ai, parce qu'elles peuvent venir facilement aujourd'hui, ce sont des larmes en lien avec une émotion, mais qui n'est pas la tristesse en l'occurrence, qui est une émotion qui est en lien avec une gratitude extrême, qui est en lien avec une forme de... c'était la dernière fois, c'était samedi soir passé, où, lors d'un truc à Paris, il y avait une amie, Céline Pelletier, et son mari, qui ont juste improvisé un morceau avec tambourin, et puis elle l'a laissé partir sa voix. Enfin, c'était tellement waouh, c'était moi, j'ai les larmes aux yeux tout de suite, quoi, qui vont descendre, qui vont couler en bas les yeux. Mais tu vois, c'est comme si il y a une forme, et je le vis facilement dans des concerts de musique et tout, mais pas tous, mais dans des moments très précis, qu'il y a une sorte d'intensité dans la beauté de ce que je sens, qui est comme au-delà de ce que je peux supporter, en quelque sorte, tu vois. Ou en tout cas, qui Hmm. m'émeut à un point qui fait que
je sais pas si je peux pas le supporter, mais en tout cas qui m'émeut à un point où les larmes, elles vont sortir facilement. Donc, c'est plutôt dans ce genre de contexte-là, si tu veux. Si avant je me cachais, maintenant je me cache plus, parce que ben, je suis OK avec ça, il n'y a rien de pire, il y a rien de plus grave que ça. Et puis, alors certainement qu'au décès de mon père, il y a eu quelques larmes qui sont venues, mais je dirais, mais pas beaucoup, parce qu'il y a comme, déjà d'une part du soulagement, je pense pour lui, déjà, et puis aussi ben, parce que je crois les choses importantes, on a pu se les dire dans ces derniers mois, parce qu'il était malade, il n'est pas décédé du jour au lendemain. Donc, si tu veux, les beaux moments, on les a vécus, tu vois, donc il n'y a pas de Hmm. ce regret de ce que je n'ai pas vécu avec lui, tu vois, je peux vraiment le laisser partir en paix, en tout cas en ce qui me concerne. Donc, certainement là qu'il y a eu quelques larmes, mais je dirais de tristesse, ça m'arrive pas très souvent, je te dirais. Bon, j'ai pas beaucoup de raisons d'être triste dans ma vie, en tout cas, mais c'est plus une forme de beauté, de gratitude, ouais, de quelque chose Hmm. de cet ordre-là, quoi, de vraiment d'être tellement rempli, tu vois, voilà. Mais ça pourrait être avec des amis et tout, tu vois, je peux être tellement touché par ce qui se passe et tout que, voilà. Oui, puis peut-être des fois en regardant des films et tout, je vois vraiment c'est intéressant, puis ça parle du thème aussi. Euh, j'ai beaucoup aimé le film Bohemian Rhapsody avec précieux Freddie Mercury et le groupe Queen, je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, Et je l'ai vu, puis, oui. je l'ai vu trois fois, tu vois, en peu de temps. Et puis, il y a cette scène, tout vers la fin du film, juste avant qu'il aille au concert de Wembley, où il retourne dans sa famille. Et tout à coup, il prend dans les bras son papa, puis il lui dit, voilà, tu vois, je suis comme toi. Enfin, il reprend un peu les phrases que son père avait données comme enseignement. Et chaque fois que j'ai vu cette scène-là, j'étais en larmes, tu vois. Donc, c'est pas anodin, évidemment. Je sais bien que ce n'est pas le fruit du hasard, tu vois, dans cette reconnexion au père, en quelque sorte. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps est sorti ce film, je pense 2, 3 ans, 2, 3 ans tous les cas. Voilà, mais en tout cas, je peux en tout cas voir que mon père était malade aussi, que j'ai pris un peu plus de temps pour être avec lui et tout. Je pense qu'il y a des choses, en tout cas, que j'ai pu vivre avec lui que je n'ai pas vécu auparavant. Voilà. Je ne sais plus quelle était la Hmm. question d'ailleurs, mais je ne sais pas ce que j'ai répondu. Et, pardon, excuse-moi. Et comment tu te laisses toucher par tes émotions au quotidien? Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Est-ce que toutes les émotions sont accessibles? Euh, Ça va dépendre des moments, je veux dire. Je peux voir, par exemple, qu'une des difficultés que j'ai pu avoir des fois dans ma relation avec mon épouse, puisqu'on est ensemble depuis l'âge de 16 ans, euh, c'est que si on a des choses à discuter, qu'elle a des choses à me reprocher, que j'ai une tendance alors à me fermer. Vraiment, j'ai une tendance à me fermer, à être inaccessible. Et certainement que ça parle aussi de ma relation à ma mère aussi, très probablement aussi, à me préserver, à me protéger, en quelque sorte, tu vois. Et donc là, je vois que dans ces moments-là, alors ben, heureusement, ils ne sont pas trop nombreux, mais ça arrive à tous les cas. Simplement, la différence, c'est qu'aujourd'hui, je peux le voir et je peux le nommer. Je dis là, je vois que je ne suis juste pas en connexion avec ce qui est là. Je vois que je me suis juste fermé en protection. Donc, ça me demande vraiment de bien m'arrêter, de respirer, voilà, pour pouvoir voilà, me retrouver mes émotions ou les nommer, si tu veux. Euh, donc, je vois que dans certaines situations, j'ai beaucoup de difficultés à nommer ces émotions, en tout cas à les laisser vivre. Et puis dans d'autres, ben, ça va venir plus facilement. Alors, ça pourrait être parfois de la colère, ben, justement face à certaines décisions qui sont prises depuis quelque temps, ou en tout cas encore en lien avec l'autorité parfois, ou en tout cas, ouais, du ras-le-bol ou des choses comme ça que je peux exprimer. Alors, même si après, si je l'exprime à l'extérieur, j'essaie de faire en sorte que ça ne sorte pas de cette énergie-là, mais en tout cas de moi, quand je vois l'information, quand je vois une vidéo Hmm. et tout, ça peut venir réveiller des choses comme ça. Euh, autrement, autrement, les émotions, je te dis, elles sont pas simplement en lien avec la musique. La musique ou des bouts de films, des choses comme ça, des vidéos, voilà, des vidéos avec des images inspirantes. Mais la musique, beaucoup, beaucoup chez moi, fait sortir les émotions, tu vois, vraiment d'une manière au quart de tour, par exemple. Hmm. Et tu sais, il n'est pas rare d'ailleurs, quand je finis mes ateliers, que j'anime, à la fin d'un atelier, surtout que je fais référence à mon mentor Peter Koenig, je de la gratitude, je peux dire une fois sur deux, j'ai les larmes aux yeux, j'arrive des fois plus à parler, tellement je suis touché juste de me mettre en connexion avec lui. Tu vois. Donc là, je suis devant tout un groupe. Si je suis devant une salle et que ça m'arrivait, hein, des fois,
que les émotions, je suis à l'aise avec ça, tu vois. Je vais pas les réprimer. Je pensais, j'étais interviewé à la radio, c'est pas cette année, je crois, je sais plus si c'est cette année ou fin d'année passée, et je fais mention de mon grand frère qui est décédé. Puis d'un coup, là, il y a les larmes aux yeux qui viennent, et je m'arrête, je dis, oula, je suis touché. Et moi, c'était une émission en direct, hein, j'étais vraiment très à l'aise d'être touché comme ça. Mais je vois que c'est le journaliste qui était mal à l'aise. Il dit, allez, bon, on va passer à autre chose. Je dis, non, mais c'est vraiment OK d'être comme ça, tu vois. Donc, c'est assez paradoxal de voir qu'il y a des moments où je peux vraiment les laisser venir et vraiment être à l'aise. Ben oui, ben, je pleure, c'est pas plus grave que ça, tu vois. Je suis aussi cet homme-là, sensible. Et puis, il y a des autres moments où c'est comme si je n'avais pas vraiment accès. Et Mhm. peut-être particulièrement, ouais, je pense que si j'ai la perception qu'on me fait un reproche, je pense qu'il y a quelque chose, une sorte de réflexe chez moi de faire pioche. Il referme l'armure, non, c'est ça? Oui, ouais, absolument, c'est ça, Ouais, absolument. Ouais. je comprends parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu similaire chez moi aussi. Et quand on me reproche quelque chose direct, c'est tout de suite, je monte le bouclier, ça va être je me ferme et non, au lieu d'accueillir ce qui est là, et je peux l'accueillir que après, quoi, que après Ouais. coup, et il y a, ok. Mais le premier réflexe, c'est mettre le bouclier, peut-être parce qu'il y a une blessure aussi qui est là, qui n'est pas encore guérie, tu vois, et Mhm, mhm. ça me parle. Certainement. Ah, mais pour moi, je pense certainement que c'est encore l'enfant blessé qui se manifeste dans ces moments-là, si tu veux, cette sorte de réflexe. Pour moi, ça me paraît assez clair. Ouais. Peut-être une chose, on n'a pas parlé, mais je pense, enfin, moi qui t'avais prévu d'en parler, mais je te disais que ça avait été compliqué pour moi de me connecter à ma propre part masculine. C'est que j'ai fait un travail par rapport à ça. Euh, C'était en 2006, j'ai 46 ans et je fais un atelier de communication violente. J'en faisais beaucoup à cette époque-là. Et il y a un atelier, on était un gros groupe, une bonne quarantaine, et ils ont fait un peu un atelier homme-femme. Voilà. Il y avait des choses, quelles étaient les choses que les femmes avaient à dire aux hommes et vice-versa. Enfin, il y a beaucoup de femmes et peu d'hommes, et beaucoup de choses que les femmes avaient à dire et les hommes étaient plutôt assez, assez discrets. Voilà. Mais ça m'a comme pété à la figure parce que vraiment, sur la fin, d'un coup, je sais pas, je sais plus, je me suis effondré en larmes ou pas, je me souviens plus, mais en tout cas, ça m'a fait un truc de fou que vraiment à quel point c'était horrible d'entendre ce que toutes ces femmes avaient à nous reprocher, mais dans le sens des horreurs que les hommes ont pu faire, hein, et que c'est comme si je portais ce truc-là, quoi. Je portais ce truc-là et c'était amusant parce que le soir même, il y avait deux participants, dont Vincent Aubac et un ami, euh, et qui nous parlent le soir d'un truc qui s'appelle les MKP. Je ne sais pas si tu as entendu parler, au Nouveau Guerrier, Oui, j'imagine. je connais, j'ai fait l'initiation MKP, oui, Voilà, ben je voilà, connais. moi je l'ai faite aussi en 2007 en l'occurrence. Et si tu veux, donc il y avait fin de matinée, je suis dans tous mes états parce qu'il y a cet atelier, ce truc que je prends. Ah, il y a un truc qui fait que c'est horrible pour moi. Je prends conscience à quel point d'être homme est compliqué. Puis le soir même, ils font une conférence qui n'était pas prévue. Enfin, et, tu vois, et quelque part, on m'amène, entre guillemets, la solution, en tout cas la piste, en tous les cas. Et je dis, bah, c'est bon, je vais y aller. Donc j'ai fait ça effectivement en février 2007. Et pour moi, qui faisais déjà pas mal de développement personnel à l'époque, bah déjà de se retrouver avec des hommes, c'est comme très nouveau, puisqu'habituellement, il y en a plutôt peu. Et puis que, et d'ailleurs, je me souviens que dans ces ateliers, où parfois je peux me laisser aller à ma sensibilité, à pleurer et tout, alors j'avais plein de femmes qui allaient venir, oh là, c'est formidable, un homme qui peut pleurer, ça fait tellement de bien, tu vois. Enfin, je dis ça et je peux vraiment l'entendre. Et en même temps, si tu veux, je peux voir le piège aussi un peu de l'ego qui pourrait se dire, ah ben, si je veux un petit peu de place, tu vas lâcher deux, trois larmes. Et puis, tu vois, comme une forme d'être bien digne d'amour ou bien aimé, apprécié par les autres, tu vois, plutôt que d'une énergie plus ferme, tu vois. Et, euh, et j'ai fait donc cette initiation, effectivement. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont touché dans ce qui a été vécu. Et en même temps, je pense, je suis pas allé à fond vraiment. J'y suis quand même allé en partie sur la pointe des pieds, parce qu'il y a quand même une partie de moi qui ça faisait peur. Et après, dans les groupes de suivi derrière, c'est passé à deux trucs qui fait que je suis parti. Et après, bah, il y a eu d'autres groupes qui se faisaient de manière plus ou moins régulière que j'avais intégré. Voilà, j'y allais de manière. Alors, c'était pas très facile, certes, d'un point de vue pratique et de distance, mais j'étais pas complètement à l'aise non plus. J'étais pas complètement à l'aise non plus sur ce qui se passait, sur l'énergie parfois. Donc, si tu veux, c'est pour ça que cette intégration, je dirais, du masculin, non seulement elle a pris du temps, et en plus, je n'oserais pas prétendre qu'elle est pleinement là non plus, même si
ces derniers 2 mois lors d'ateliers et tout, j'étais à coup, mon épouse est toute surprise, me dit, ah ouais, alors là, je t'ai pas reconnu, j'étais très faible, c'était quelque chose de très fort, très faible dans mon énergie pour dire stop, tu vois, que se passait des choses qui n'allaient pas ou des personnes qui étaient dans la fuite et qui essayaient de jouer un jeu. Donc vraiment, là, tout à coup, je me suis surpris moi-même, mais c'était comme une évidence que j'avais cette énergie très, très ferme très ferme, mais pas violente, tu vois, vraiment dans tout ça qui me suis dit, ah ben là, il y a des pas qui ont été faits dans oser vraiment incarner cela, même si ça dérange, et Mm. d'être à l'aise avec ça, si tu veux, en tout cas plutôt à l'aise avec ça. Donc tout ça pour dire que c'est un chemin encore. Euh, c'est un chemin encore parce que je peux être parfois d'une énergie féminine dans laquelle je me sens à l'aise. Je me sens très à l'aise dans des groupes de femmes, mais comme je peux être à l'aise dans des groupes de mecs, pour autant que ça ne soit pas le côté, je dirais, yang et gothique, tu vois, voilà, ce côté-là, si tu veux, voilà, j'y trouve pas j'y trouve pas d'intérêt. Moi, j'aime les échanges de la profondeur. Et c'est vrai que c'est pour ça que je les ai plutôt trouvés chez des femmes dans un premier temps. Mm. Après, j'ai quelques hommes autour de moi avec qui on peut les avoir aussi. J'en connais de plus en plus, heureusement. Mais c'est pour ça que peut-être dans un premier temps, je me suis tourné plutôt du côté des femmes pour ces échanges-là. Et après, mais ça parlait certainement aussi de ma difficulté de le faire aussi auprès des hommes. Mais disons que j'ai pu le faire de plus en plus et il y a plus d'espace pour ça aujourd'hui, très clairement. Moi, ce qui me venait quand tu disais que depuis quelques mois, il y a quelque chose de plus, j'allais dire, de plus vertical qui arrive au point de vue du Ouais. masculin, parce que, attends, excuse-moi. Moi, j'ai perdu mon père aussi ben, cette année, le 1er janvier. Mhm. Et je vois qu'il y a des choses qui ont basculé aussi pour moi, quoi. Et je me dis, tout à l'heure, tu as témoigné que ton père était mort il n'y a pas très longtemps. Et est-ce que justement, tu vois, est-ce que tu sens quelque chose depuis qu'il est plus là, qu'il y a quelque chose que toi, tu récupères au point de vue du masculin, au point de vue de l'autorité, tu vois, quelque chose qui... Comme s'il y avait une sorte de flambeau qui se passait, qui soit dit ou non dit dans l'invisible, mais... Parce que moi, j'ai Ouais. senti un petit peu plus ça cette année, tu vois. Ouais. Alors, je l'entends. Je ne pourrais pas te dire que c'est ça. Bah, c'est sûr que mon père décédé, mon grand frère décédé, je suis tout à coup le plus âgé des hommes. Mais au-delà de ça, je pourrais pas dire oui, c'est ça ou pas. Je ne sais Hmm. pas. Je l'entends, je ne Ok. sais pas. Alors, Christian, tu viens d'en parler un petit peu de l'énergie féminine avec laquelle tu es plus à l'aise, mais ça serait quoi pour toi le côté féminin et comment tu le vis dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça représente, ta part féminine? Ma part féminine, je pense que c'est déjà de pouvoir être plus dans l'accueil de ce qui est, de s'arrêter, d'accueillir, de prendre le temps de recevoir. Euh, Ce qui est quand même pas toujours chose facile, hein, mais malgré tout, j'ai cette capacité de le faire, que je me donne le temps pour le faire, en tous les cas, hein, de mettre des mots sur ce qui est là. Et je pense qu'elle est plus là-dedans, si tu veux, par opposition au côté passage à l'action, que je sais aussi faire. Euh, donc, c'est plutôt à cet endroit-là que je vois ma part féminine. Et puis, oui, c'est ce côté un peu plus introspectif, je dirais en quelque sorte, dans lequel quand je prends le temps, je peux assez facilement mettre des mots sur ce que je vis, quoi. Et puis, je pense aussi le côté bienveillant, sécurisant aussi que j'ai. Euh, alors bon, je me verrais pas comme un côté maternant. C'est pas comme ça, c'est pas les mots que j'utiliserais. Mais en tout cas, je vois que depuis à l'époque, j'étais à la banque et beaucoup me le reconnaissent et je peux vraiment me le reconnaître. J'ai une très grande capacité à créer de la confiance. Quand j'anime un groupe, les gens très vite ils vont s'ouvrir parce que ils sentent qu'il y a eu un cadre qui a été mis et ils peuvent y aller, quoi. Et si tu veux, et je partage beaucoup de moi, de choses plus intimes, vraiment aussi en sachant que c'est comme ça aussi que les autres oseront le faire, tu vois. Et donc là, j'ai vraiment une certaine facilité à le faire. Je veux dire très intuitivement, quoi. Parce que pendant longtemps, je le faisais même sans savoir comment. Maintenant, je vois un peu plus comment je le fais, mais à l'époque, c'était déjà ça. Donc c'est pour ça que je disais, ça pourrait être un côté maternant, mais pas maternant dans le sens, tu vois, je peux voir mon épouse avec nos enfants, elle va être différente de moi, quoi, par exemple.
me sens pas maternant avec mes enfants, par exemple. Oui, ce serait plutôt l'ordre de pas. Enfin, parce que j'entends dans ce que tu dis, maternant, ça peut être aussi infantilisé, mais il y a ce côté plus prendre soin, en fait, prendre soin de l'autre et être dans la bienveillance, quoi. Oui, tout à fait. Mm. Et, et si tu, si, enfin, je sais pas si, excuse-moi. En fait, j'aurais voulu savoir sur quelle part de toi tu travailles encore. Tu vois, sur quelle part est non résolue ou non alignée en ce Mhm. moment pour toi et qui est encore au travail. Alors, bon, il y a deux, trois choses. La première, c'est que j'utilise beaucoup l'effet miroir. Dans le deuxième livre que j'ai coécrit avec une femme, d'ailleurs, qui s'appelle Enfin libre d'être soi-même, on a beaucoup parlé de l'effet miroir, c'est-à-dire que je vais vraiment utiliser ça, c'est que chaque fois que quelque chose m'agace dans le comportement de l'autre, d'aller voir quelle part de moi ça vient réveiller. Genre, je ne parle pas du comportement, mais de la part de moi que ça vient réveiller Mm. et comment je peux accueillir cette part-là plutôt que rester stimulé par l'autre, en quelque sorte. Hein, donc, quelque part, quel cadeau il me fait derrière tout ça. Donc ça, si tu veux, bah, ça c'est un peu les hasards de la vie qui me font découvrir des parts de moi. Je dirais que c'est quelque chose de... enfin, potentiellement, ça pourrait se passer quotidiennement. Je dirais, ça n'arrive pas quotidiennement, mais potentiellement, ça peut se passer quotidiennement. Donc, en fonction des échanges et des discussions. Après, j'ai encore la perception, la sensation qu'il y a encore quelque chose qui coupe encore en moi, qui ne me permet pas d'aller aussi profondément que j'aimerais. Je pense qu'il y a encore quelque chose qui est fermé à l'intérieur, en tout cas. C'est vraiment ce que je sens. Et ouais, qu'il y a quelque chose qui, qui est encore bloqué, qui est encore verrouillé, en quelque sorte. Ça, je le sens. Et je sens que je vais devoir utiliser d'autres processus d'accompagnement que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Si tu veux, j'étais quand même assez souvent dans des processus d'accompagnement comme assez doux, assez soft, un peu, voilà, un peu de caresse dans le sens du poil. Alors, pas tout le temps, heureusement, parce qu'autrement, je ne serais pas là où je suis. Mais simplement, je sens que je dois passer à autre chose ou à pouvoir zapper le mental. Comme un mental qui est très fort. En plus, je suis un signe mercurien aussi, le mental est très fort aussi. Donc, si tu veux, c'est comme si je sens qu'il y a encore quelque chose qui doit basculer. Voilà, mais j'ai des pistes là pour ça là maintenant, pour aller voir ça. Donc j'avais prévu une retraite le mois d'octobre, puis je me suis rendu compte que c'était sûrement un truc trop doux. Je dis ça, je serais très à l'aise pour être là-dedans, tu vois. Je pense que c'est pas ça qui est juste pour moi là maintenant. Et, et, et la solution, l'autre solution, c'est quoi? Tu dis, tu as prévu une retraite, c'est trop doux, mais tu as une autre piste? Alors, j'ai des pistes, mais je suis pas encore, je n'ai encore pas trouvé pour pouvoir les faire, en tout cas dans comment dire ça, dans un temps, dans ces prochains temps où j'aurai des disponibilités. Mais ce qui pourrait être, alors, ou ça pourrait de retourner travailler avec un gars qui s'appelle Frank Lobvet, je ne sais pas si toi qui sais. Oui, je le Voilà, connais, j'ai eu je l'ai vu. l'occasion d'y aller, c'était extrêmement confrontant. Je sais. Tu as expérimenté aussi. Oui, j'ai expérimenté un week-end avec lui. Oui. Voilà, j'ai fait un week-end aussi, mais je me dis, je pense que ce serait passé à 5 jours, tu vois. Mais si je suis honnête, hein, je vois qu'il y a une partie de moi qui a les jetons, hein, si je suis honnête, tu vois, qui freine. Hein. Mais je pense que lui, il arriverait à aller pointer ces choses-là. Et voilà. Après, ce serait de passer par des moyens thérapeutiques qui vont justement te faire travailler à un autre niveau sans que tu puisses contrôler quelque chose comme ça, quoi. Mm. Voilà, pour vraiment. Alors après, ne sachant pas jusqu'où le contrôle, même dans l'inconscient, peut rester présent ou pas, je ne sais pas. Mais simplement trouver des gens de confiance, évidemment, pour faire ce genre de choses. Mm. Merci de ce témoignage, Plaisir. Christian. Et qu'est-ce que tu dirais de... C'est quoi être un homme aujourd'hui? Être un homme aujourd'hui, bah, c'est déjà accueillir pleinement et inconditionnellement notre condition d'homme, donc d'homme dans le sens masculin, j'imagine, tu voulais dire, hein, pas d'homme, hein. Donc d'accueillir pleinement cette condition-là. Et c'est pas aussi simple que ça, malgré tout, dans ce que je peux voir. Et puis, justement, de pouvoir, et cette capacité
de passage à l'action, mais pas comme une fuite, comme tu as cette capacité à passer à l'action, à mettre en place des choses au service de plus grand que nous, au service du vivant, au service de plus grand que nous, tout en étant connecté à son intériorité, à sa sensibilité, à son intuition, à tout ça. Voilà, donc ça serait le faire avec une belle énergie, je dirais, qui est alignée, sans que ce soit du passage en force. Voilà, mais tu vois, c'est vraiment, c'est connecter, sentir et j'y vais, quoi. Et après, je m'arrête, je connecte, je sens et je fais le prochain pas, etc., etc. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de là, mais c'est vraiment, voilà, encore une fois, au service de plus grand que nous, ça me paraît l'ordre d'une évidence. Oui, d'arrêter d'être dans un masculin qui est compulsif et qui agit, agit, agit à l'extérieur pour pas aller voir l'intérieur. Voilà, qui C'est peut ça que vite je être comprends donc dans tes mots. un comportement de fuite, tu vois, c'est aussi tout de suite vouloir trouver la solution plutôt que juste prendre le temps de toucher à ce que ça nous fait vivre aussi, voilà, avant d'aller chercher une éventuelle solution. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses-là. C'est pour ça que, quelque part, tu vois, dans ce que je te dis là, en fait, c'est déjà un mélange du masculin et du féminin, en quelque sorte. Mm. Mm. De toute façon, un, un homme, enfin, un homme entier, c'est un homme équilibré, hein. Pour moi, Ouais. c'est inévitable. C'est un homme qui est capable d'être yang, mais qui est capable d'être dans l'accueil, dans le yin aussi, de s'écouter. Et c'est que comme ça qu'on va avancer, en fait, quoi. Pour moi, c'est une évidence aussi. Ouais. Mm. Je sais pas, est-ce que tu as envie de nous témoigner d'autres choses que tu as à cœur là, de transmettre et Peut-être, c'est qu'on n'a pas parlé du couple, et parce que je pense que dans le couple, ce sont des choses qui se jouent aussi avec pas seulement de difficultés. Et au fond, je pense que dans le couple, on rejoue des histoires, des histoires parentales. Enfin, il nous a fallu bien des années pour se rendre compte que finalement, j'avais une épouse qui était d'énergie très yang, tu vois, qui était plutôt meneuse, etc. Moi, j'étais plus suiveur. Donc, on avait vraiment inversé les rôles. Euh, et qu'au fond, je pense que, d'une certaine manière, je pense que nos deux couples parentaux, il y avait quelque chose du même ordre aussi. Que les femmes étaient, c'est pas parce que les hommes étaient loin de la maison que c'était eux qui étaient dans l'énergie du masculine, tu vois. Donc, je pense qu'il y a des histoires comme ça qui se rejouaient. Donc, je pense que c'est important de pouvoir se rendre compte de ça et de voir que, ben, moi, je disais, l'histoire de place, c'était une grosse difficulté pour moi. Alors, la vie est bien foutue, si tu veux, dans le sens, j'ai retrouvé, à travers Anne-Chantal, ma conjointe, une femme qui prenait de la place et qui laissait pas facilement l'espace, tu vois. Donc, où je rejouais ces histoires, ces difficultés à trouver ma place devant une femme. Et oui, il m'a fallu du temps, il m'a fallu beaucoup, beaucoup d'années pour prendre cette place, si tu veux, voilà, sans avoir besoin de la chercher à l'extérieur, comme mon père a fait. Tu as l'impression que sa place était très manifeste à l'extérieur et elle l'était peu à la maison, si tu veux. Donc, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour vraiment reprendre cette place-là et quelque chose qui se rééquilibre en quelque sorte. Donc, tout ça pour dire mm, que ça peut se manifester à plein d'endroits différents. Ça peut être plus difficile à un endroit, plus facile à un autre. Enfin, les conditions, les contextes ne sont pas les mêmes. Mais enfin, rien de tout cela n'arrive par hasard. Ça, j'en suis absolument convaincu. mm. Merci de tous ces mots qui ont été posés, Christian. On va arriver à peu près au bout de notre interview. Est-ce que tu as envie de parler de ton actualité qui arrive? Alors, oui, je peux toucher deux, trois mots. Mon actualité, elle est assez maigre en ce moment parce que tu vois, on reparle un peu de ressenti. Je suis dans une période où je n'arrive pas à sentir ce qui va se passer dans les prochains mois. J'aurais dire, je sens qu'il va se passer des choses, mais je ne sais pas quoi. Et c'est la première année depuis de nombreuses années où j'ai un agenda aussi peu rempli par des ateliers que j'organise, des conférences et des trucs. Il y a vraiment très peu de choses et ça fait des mois qu'il y a la tête qui se dit, tu devrais mettre des choses en place. Et mon intériorité qui dit, non, non, ne fais rien. Enfin, il y a pas d'impulsion, il n'y a pas entre la tête qui dit, mais il n'y a comme pas l'élan de le faire. Donc, dis non, ne fais rien, écoute ce qui est là. Alors, ne me demande pas ce qui va se passer ces prochains mois, je ne sais pas, mais je pense qu'on va être encore assez bousculé, j'ai la perception, et qu'à partir de là, voilà, j'ai pas envie de m'agiter, tu vois. Je dis, de toute façon, je sais que les choses arrivent au bon moment, il peut y avoir des sollicitations, des demandes, quand c'est juste, ça se fera. Et voilà, donc ça pour dire que
mon actualité, elle est vraiment peu remplie en général pour cette partie de l'année, qui est comme en général une partie de l'année très dense, vu que ça se manifeste, je dirais, entre 3 mois et demi, tout le deuxième semestre pratiquement. Voilà. Donc moi, j'accompagne des personnes sur leur relation à l'argent. On n'a pas touché à moi, mais je pense à voilà, donc de changer leur relation à l'argent pour que l'argent soit au service de leur projet de vie et leur projet professionnel. Et dans ce sens-là, j'accompagne de plus en plus d'entrepreneurs, de travailleurs indépendants, autonomes, ou ceux qui sont en train de faire le saut de l'activité de cœur, je dirais, et justement à transformer leur relation à l'argent, parce que souvent c'est un frein, c'est un blocage, une source de stress. Et j'ai créé des ateliers en tout petit comité qui s'appelle L'argent dans mon projet professionnel de 10 personnes. Je prends 10 personnes. Et là, alors j'aurai une date à Paris, non, à Aix-en-Provence vers vers la fin septembre, et puis à Paris au mois d'octobre. Donc, c'est les deux dates que j'ai fixées. Celle en Suisse aura juste passé au moment, ça aura juste lieu juste après qu'on se parle, donc ça sera déjà passé d'ici que la vidéo sorte. Et puis, je fais des ateliers grand public, enfin ouverts à tout le monde, je dirais. Là c'est plus pour les entrepreneurs indépendants, que j'appelle Ce que l'argent dit de vous, qui est le titre de mon premier livre. Et là, j'ai prévu d'en faire un fin octobre à Montpellier. C'est la première fois que j'en ferai un à Montpellier. Et puis, probablement que j'en ferai un en fin novembre, tout début décembre en Suisse. Ça fait 3 4 ans que je n'ai plus fait de tels ateliers en Suisse, où j'habite. Et donc, je pense que je vais faire ça. Et voilà, c'est à peu près, je crois que c'est à peu près tout. Et autrement, moi, j'ai un gros morceau chaque année, qui est une formation sur Internet qui s'appelle Amis avec l'argent, qui existe uniquement en version entrepreneur. Maintenant, avant, il existait pour tout le monde, c'est que pour les entrepreneurs, travailleurs autonomes, indépendants, qui a un très beau succès, je veux dire. J'accompagne des groupes, enfin, pas moi, et ceux que je forme également, parce que je forme des personnes à devenir spécialistes de la relation à l'argent, parce qu'il y a énormément de potentiel, mais peu de personnes qui le font, en tout cas de la philosophie qui est la nôtre, qui n'est pas la philosophie on fait gagner un maximum d'argent. Nous, c'est vraiment être serein et à l'aise avec l'argent et que l'argent soit au service de nos projets de vie et potentiellement gagner beaucoup comme une conséquence, mais pas comme un but en soi. C'est très différent pour moi. Donc, simplement, oui, je parlais avec l'équipe, on a cette formation sur Internet. On accompagne un grand groupe de personnes avec plein de webinaires en direct, des vidéos. Et là, c'est en février chaque année qu'on ouvre les inscriptions et on accompagne les entrepreneurs pendant 8 9 mois, mais de manière, voilà, de manière voilà, sur la longueur, parce que je vois personnellement que ma propre relation à l'argent, qui était bourrée, qui était faite de peur avant tout, ça prend quand même du temps à changer, à se transformer, Mm. et surtout quand on est travailleur autonome, indépendant, on est confronté à l'histoire d'argent de manière beaucoup plus criante parce qu'on doit générer l'argent soi-même souvent, et les peurs sont d'autant plus manifestes. C'est pour ça que j'ai envie d'accompagner ces gens-là, surtout que même si tout le monde est vecteur du changement dans le monde, mais je pense que ceux qui s'autorisent à faire leur activité de cœur sont encore ceux qui vont aider à transformer le monde encore plus vite, plutôt que rester dans une activité qui ne nous convient pas. Et je ne juge surtout personne, je l'ai fait pendant trop longtemps, tout ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai envie de mettre un peu plus d'emphase là-dedans, avec ce public. Mm. Merci, Christian. Merci donc d'avoir joué le jeu pour Un en Lumière. Mhm. Donc, merci à toutes les personnes qui nous regardent, qui ont suivi cette interview, qui ont envie de suivre les autres. Voilà, n'oubliez pas, un interview par semaine d'une personnalité qui vient témoigner un peu de son chemin de vie. Voilà, en tout cas, merci Christian d'avoir été là avec moi pendant 1 heure pour répondre à mes questions. Merci Ludovic, merci de ton invitation encore et bonne continuation à toi et à tous ceux qui nous écoutent. Ouais, merci. Et ben, bonne semaine à tout le monde et puis à une prochaine fois alors. Au revoir. Au revoir.